Bonjour, moi j'ai une question. Première intervention. Euh, Vous disiez que pour évaluer l'impact sur la plante, on comptait plus la quantité de spores que le nombre des arbuscules dans les cellules. Pourquoi? Ou alors j'ai mal compris. Non, oui. Je l'ai pas dit comme ça. De manière générale, on a plutôt tendance au laboratoire à regarder les structures symbiotiques dans la plante, ce qu'on appelle le taux de mycorhisation. On va s'intéresser plutôt dans le type de thématique qu'on traite nous au sport quand on est dans des sols réels. Ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, la littérature tente à montrer que, en fait, ce n'est pas une bonne métrique, ce n'est pas un bon paramètre, ça, la quantité de champignons dans la plante. Il y a cette notion d'efficacité symbiotique, c'est-à-dire la quantité, entre guillemets, la quantité de service que va donner 1 cm3 de champignons, voilà, qui n'est pas homogène. Chaque arbuscule ne va pas apporter le même service. Parce que ça dépend, on va pas vous présenter les mécanismes qui sont cachés derrière, mais ça dépend de la mise en place du mécanisme, etc. etc. Donc mesurer la quantité d'infection de la plante par le champignon, ça marche, mais pas dans tous les cas. C'est pas très bien corrélé. Mesurer le nombre de spores, par contre, c'est globalement mieux corrélé parce que à une espèce donnée, parce que les espèces font des spores de taille différente. La spore, à quoi ça sert? Ça sert à stocker du gras, et le gras, c'est donné par la plante grâce à la photosynthèse. Donc si vous avez X molécules de gras, vous faites X spores. Et vous avez X molécules de gras parce que vous avez fait X quantité d'échanges. Donc c'est beaucoup mieux corrélé. Peut-être tout simplement parce que le mécanisme est plus simple que la symbiose en elle-même. Oui, bonjour, merci. Quel en est-il pour la qualité alimentaire par rapport aux champignons qui pourraient se révéler intéressants pour cette qualité? Voilà. Oui, ben voilà, c'est un peu la diapo que j'ai présentée au travers de l'exemple de la patate douce, mais que c'est sûr que ça a un effet sur ce qu'on appelle le métabolisme secondaire, c'est-à-dire des molécules qui sont en quantité faible dans les plantes, mais qui ont un rôle pour la plante elle-même, mais aussi pour l'alimentation humaine, si c'est ça le sens de votre question. Donc, j'ai pas d'autres exemples précis en tête, quoi, mais sur le taux de protéines, si j'ai un exemple là sur le taux de protéines aussi, ça joue. Donc, ça va pas se traduire forcément par un rendement plus faible, mais je crois que c'est une étude algérienne justement sur le poids. Euh, le poids qui par ailleurs fixe l'azote par les rhizobiomes, par des bactéries, et non pas par des champignons, mais malgré tout, ça apporte un gain en termes de protéines. Mais on peut l'imaginer pour tout un tas de protéines, c'est quand même déjà voilà, une classe de molécules importante, mais pour tout un tas voilà, de molécules vraiment très, très diffuses et très peu importantes, mais qui peuvent avoir un effet sur la santé humaine. Et à mon avis, c'est voilà, c'est évident que ça peut favoriser la présence de ces molécules. Mais je n'ai pas d'exemple plus précis à vous donner parce que c'est vraiment les débuts, quoi, hein. Vous voyez déjà sur la quantité, sur l'effet quantité de champignons mycorhiziens, déjà, vous voyez, il y a débat et bon, on commence à le voir, hein, maintenant c'est net. Mais sur les effets qualité, c'est vraiment, on en est au début de la recherche, quoi. Oui, c'est dans la suite de la question précédente. J'ai pas très bien compris la diapo qui disait enfin, que les variétés population euh, valorisaient les mycorhizes Oui. et que les variétés nouvelles les valorisaient pas. J'ai compris ça au début de la Ouais. présentation. Et moi, j'ai tendance à penser, enfin, en lien avec des paysans boulangers ou même en mangeant des pains issus de farine de variétés anciennes, qu'elles sont, voilà, elles sont plus nutritives, elles ont plus d'éléments voilà, bénéfiques pour la nutrition. Merci. Alors sur cet aspect, en fait, cette figure-là, c'est leur modèle. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Malheureusement, dans cette publication, il n'y a pas de photos, c'est des figures, c'est des courbes, etc. Donc, Francis, après. Ce qu'il montre, en fait, c'est que ils ont testé leur couple d'espèces, donc, ou leur couple de plantes, par exemple le maïs versus le théocin, donc la plante domestiquée avec la plante de la même espèce mais non domestiquée. Et ils ont seulement montré que les espèces non domestiquées avaient une meilleure réponse à l'augmentation de la quantité de phosphore. C'est-à-dire que ça corrélait mieux que les espèces
domestiqué. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le plateau il est déplacé. Si vous mettez plus de phosphore à une plante domestiquée, au bout d'un moment elle arrête de répondre, dans le sens où elle se nourrit directement toute seule. Si vous mettez plus de phosphore à la même version de la plante mais non domestiquée, par exemple le théocynthe pour le maïs, elle va continuer à répondre beaucoup plus longtemps. Et donc elle va prendre de l'avantage beaucoup plus longtemps, avant de commencer à se débrouiller toute seule. C'était l'idée générale. Ils ont essayé de montrer plein de choses et il n'y avait que ça qui avait répondu en fait dans leur papier. Oui, bonjour. J'ai une question qui va dans la continuité de la dernière. Je suis paysan boulanger en bio et j'ai démarré un programme de sélection de blé tendre il y a 5 ans, avec des croisements tous les ans. Et donc c'est la question qui m'importe aujourd'hui. Est-ce qu'il faut considérer justement cette mycorhisation dans la démarche de sélection pour aboutir à des variétés qui profiteraient des avantages de la mycorhisation? Oui. C'est sûr que ça sera. C'est dans un contexte de baisse des intrants. Il est tout à fait intéressant de considérer de plus en plus l'apport des champignons mycorhiziens. Si c'est ça la réponse globale que vous voulez avoir. Mais pour les raisons qui ont été décrites. Jusqu'à présent, en fait, la sélection ne s'en est pas préoccupée et l'agriculture en général ne s'en est préoccupée. Voilà. Mais dans un contexte de désintensification, c'est notre message. Effectivement, l'agriculture aura de plus en plus d'intérêt à prendre en compte les champignons mycorhiziens, mais la vie du sol, mais les bactéries, parce qu'on n'a pas évoqué tout ça. On a tendance à faire un focus un peu trop, à mon avis, sur les champignons mycorhiziens, en fait, sans parler de tout ce qui va avec. C'est-à-dire que c'est les bactéries qui vont avec les champignons mycorhiziens. Les mêmes relations que vous avez entre plantes et champignons, on peut les imaginer aussi, et elles sont beaucoup moins étudiées, entre les champignons et les bactéries qui vivent dans le sol. Donc, tout ça, c'est un complexe qu'il va falloir valoriser de façon empirique, parce qu'il ne faudra pas attendre de la recherche académique, qu'elle arrive à répondre à toutes ces questions-là et à donner l'optimum de fonctionnement. Vous voyez, ça se fera par l'empirisme, par vraiment des essais directs. Ça vous répond à votre question, à peu près? Ou préciser, ou j'ai manqué une partie peut-être, mais... Et si je peux ajouter... On se verra plus tard. Voilà. Sur cette question, justement, si je peux ajouter ça, c'est que cette année, dans ce concept-là, on a tous les outils qu'on utilisait pour la mycorhize, on les a étendus pour étudier les endophytes, c'est-à-dire tous les champignons symbiotiques. Parce qu'on comprend que la mycorhize ne fait pas tout. Est-ce qu'en tant que paysan, on a des moyens, on peut observer les mycorhizes avec la bêche ou pas? Disons que vous pouvez observer la présence de champignons dans vos racines. Alors, je ne sais pas si on va vous donner le protocole, parce que on peut nous on le fait tout bêtement au laboratoire, et on décolore à chaud, on va dire, avec de la potasse, donc du desktop, ça fait le même effet. Il vous faut par contre une bonne loupe binoculaire. Ensuite, on colore avec de l'encre de Chine, vous voyez. Il y a des gens qui ont sorti des colorants beaucoup plus sophistiqués, nous on fait avec de l'encre de Chine, et ça colore spécifiquement les champignons dans les racines. Donc par transparence, vous arrivez, comme Arthur l'a montré, à voir les champignons dans les racines. Donc ça vous donne une idée de la quantité de vos champignons dans les racines. Mais comme ça a été dit, ça ne vous dira pas si, ça va vous apporter un gain significatif. C'est corrélé de façon très très lâche, Alors évidemment, si vous n'avez pas de champignons, là effectivement, on peut dire vous loupez des services écosystémiques. Mais vous pouvez avoir beaucoup de champignons dans les racines et que finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Ça peut arriver aussi. Et si vous avez le bon tamis, vous pouvez observer les spores. Mais ça a un coût, évidemment. C'est des organismes tellement énormes on extrait les spores avec des tamis, littéralement. Oui, on peut rassembler les spores et les regarder. Mais là, c'est toujours pareil, il faut une loupe pour regarder. Donc il faut la loupe, le tamis, c'est un coût. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, on a mené ce fameux champignon à cultiver sur racines transgéniques transformées qui poussent toutes seules, donc vous pourrez le voir à travers.
par transparence, vous verrez ces petits filaments. Voilà. La plupart des spores ne sont pas visibles à l'œil nu, et comme je le disais, il y a une espèce qui s'appelle Gigantea, d'ailleurs, où effectivement, elle est tellement grosse, à demi millimètre, que vous regardez comme ça, une fois que ça a été tamisé, à 500 microns, donc vous tamisez le sol, et hop, vous concentrez, et vous voyez cette espèce-là à l'œil nu. Mais sinon, les autres, à 100 microns, évidemment, il vous faudra une loupe bino, quoi. Non? Oui? Des signaux extérieurs en fait à la mycorhize, je pense à la faune, à la structure de la Terre, qui pourraient nous indiquer en définitive s'il y a vraiment présence de spores ou de... Voilà, peut-être la structure la faune, par exemple, qui pourrait nous donner des signaux. Puis la deuxième question qui n'a rien à voir, j'en profite, c'est que est-ce qu'on ne peut pas dire que le phosphate en fait, a permis de se passer de mycorhisation depuis une quarantaine d'années en fait? Je vais c'est ça. peut-être répondre à la moitié de la question. Déjà sur la question des signaux, alors c'est d'un point de vue de la faune, etc., je ne connais pas grand-chose, mais d'un point de vue de la plante, c'est quelque chose qui est étudié depuis récemment. Il existe on va dire des molécules, pour simplifier, qui sont fabriquées par la plante quand elle a des champignons, pas par toutes les plantes, et il se trouve que ces molécules ont une couleur. Donc il y a des plantes, on sait que si on a les racines jaunes, quand elles sont humides, une fois qu'elles sont séchées, la molécule est cassée, on sait qu'a priori il y a le champignon dedans. Il y a des essais pour voir si c'est corrélé, c'est-à-dire est-ce que si c'est plus jaune, ça veut dire qu'il y a plus de champignons? On n'en sait rien. Sur la question du phosphore, oui, carrément. Hein. Ça se montre à la paillasse, c'est étudié chez nous. Moi, je l'ai étudié d'un point de vue de la diversité. Globalement, ce que je vous ai montré là, tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous avez beaucoup de phosphore, la plante se passe du champignon. Ce qu'on observe, c'est que du coup, le champignon, au cours des années, quand il y a beaucoup de phosphore, la diversité diminue. Tout simplement parce que s'il ne mycorhize pas, il ne se reproduit pas. S'il ne se reproduit pas, il meurt et donc il disparaît, littéralement. Je continue sur la structure là parce qu'on ne l'a pas montré, mais on a vraiment des photos qui montrent des appareils racinaires. Alors c'était un essai qu'on avait fait sur tournesol il y a quelques années, où effectivement, à Rampeau toujours, hein, mais où en fait des peaux non mycorhizées, des peaux mycorhizées, vous sortiez le substrat avec votre, et vous aviez une densité racinaire, quoi, et la structure du sol en est profondément modifiée. C'est-à-dire que même l'intérêt des mycorhizes, on n'en a pas parlé là, par rapport au stress hydrique, en fait, il ne joue pas spécialement sur la nature, en fait, sur des mécanismes, mais plutôt sur, apparemment, il jouerait plutôt sur la structure. C'est un effet structurant énorme, quoi, la mycorhisation sur le sol, et donc, avec tous les gains que vous connaissez, quoi, notamment hydriques. Oui, tout à fait. C'était montré récemment chez nos collègues de l'INRA. C'est que ça fait 30 ans qu'on essaie de trouver des outils, en sens général, hein, des outils chez le champignon capables d'améliorer la nutrition hydrique, puisqu'on a vu que les plantes étaient plus résistantes à la sécheresse quand elles étaient mycorhizées. On ne trouve pas. Il se trouve qu'en fait, ce soit la structuration du sol. Ouais, bon, merci. Deux petites questions, rapidement. Donc d'abord, en tant qu'agriculteur, ce qui est intéressant, important, je pense, c'est d'essayer donc de multiplier les mycorhizes dans le sol. Il me semble que les crucifères, par exemple, ne mycorhizent pas. Donc agriculteur bio, on fait beaucoup d'engrais verts. Est-ce qu'il y a des types d'engrais verts, donc facélie, des espèces qui peuvent faire un inoculum important et donc ça se transmet sur la culture suivante? Première question, et très rapidement, juste un peu de curiosité, je suis tombé sur des travaux donc, de Fortin et sa thésarde là, que vous avez présenté un peu, et du coup sur des triples symbioses, où en fait il y a la plante qui donne de l'énergie aux champignons, qui lui-même donne de l'énergie à la bactérie, qui va chercher le phosphore dans une roche, donc un phosphore qui normalement serait complètement inaccessible à la plante. Donc si vous avez quelques éléments là-dessus. Merci. Attendez, je me focalise sur la deuxième partie, je vais déjà oublier la première partie de votre question. C'est la diversité. Oui, là, voilà, l'histoire des crucifères, quoi, hein, on va dire, dans la rotation. Alors, bon, donc ça a été évoqué, Arthur a cité l'exemple des Chenopodiacées, donc, qui sont des familles qui ne mycorhizent pas, et surtout les crucifères, on va dire, donc tout ce qui est moutarde, colza, etc., qui interviennent souvent dans les couverts ou autres, et qui, eux, ne rentrent pas en symbiose avec les mycorhizes. Et donc, dans ces situations-là, le champignon, il est dans le sol, il attend.
Alors, bon, vous avez vu, ce sont des champignons qui sont très résistants, qui ont vécu plusieurs glaciations, etc. Donc, il ne faut pas imaginer que parce qu'ils passent une saison sans avec une crucifère et qu'ils sont en quiescence, du coup, ça va les affecter fortement. Donc, mais c'est vrai que si, au-delà de, on va dire, alors là, je change de sujet, mais enfin, au-delà de 2 ans d'un sol qui n'est pas couvert, on va dire, l'infectivité de ce sol diminue. On commence à affecter la population, en quantité et en qualité, la population des mycorhizes. Mais une crucifère, hein, on va dire, dans la rotation ou en couvert, etc., à mon avis, n'aura aucun effet sur la mycorhisation et les bénéfices que la culture suivante en tirera. Et par contre, vous apporte, on le sait, d'autres avantages quoi, en termes d'assainissement, enfin, du sol, etc. Quoi. Voilà. Il y a des plantes qui font beaucoup de mycorhizes ou pas? Oui, voilà, il y a, comme je crois que je l'évoquais, c'est par exemple les aliacées, enfin, liliacées, tout ce qui est poireaux, oignons, ail, etc., ont des capacités d'interaction avec les mycorhizes très fortes, et d'ailleurs certains le relient font un lien avec l'anatomie. C'est-à-dire toutes les plantes qui ont des grosses racines, peu ramifiées, comme par hasard, elles ont un intérêt et elles répondent beaucoup à la mycorhisation. En dehors de cette famille, là, vous avez la carotte qui a un pivot quand même évidemment très profond, mais c'est vrai qu'on se demande comment elle fait pour aller récupérer, mais parce qu'en fait elle est très très mycorhizée et elle interagit beaucoup avec les champignons mycorhiziens. Voilà. À l'inverse, les céréales, comme par hasard, qui ont un appareil racinaire très, très ramifié, c'est les poacées, quoi, les graminées, ont des capacités d'interaction plus faibles et des réponses plus faibles. Et le tournesol. Je voudrais aborder la question par rapport au... Pardon, il y avait une deuxième partie à la question. Excusez-moi, je peux peut-être y répondre. Sur la question du phosphore et des bactéries, c'est intéressant. Alors effectivement, quand je vous ai présenté cette diapo, je vous ai épargné le mécanisme qu'il y avait derrière, mais c'est quelque chose qui est connu. Faux contact sur le micro. J'exagère en disant que c'est connu, mais c'est quelque chose qui commence à être étudié. Alors oui, on sait qu'il existe des bactéries qui sont en symbiose avec le champignon. Moi, je vous ai dit, on va étudier des interactions avec 2 partenaires. Sauf que des partenaires, il y en a plus de 2. Il y a la plante avec le champignon, il y a le champignon avec la bactérie avec un autre champignon, le champignon avec une autre bactérie. On sait on a regardé les génomes, on a regardé les outils disponibles, on sait que le champignon, il donne un énorme avantage vis-à-vis du phosphore à la plante, et pourtant on trouve très peu d'outils capables de rendre le phosphore disponible, comme vous en avez parlé. Phosphore organique et le phosphore minéral insoluble. Les hypothèses aujourd'hui, on a des preuves, des débuts de preuves, c'est que c'est la bactérie qui fait ce travail-là. Donc le champignon, il a une bactérie symbiotique qui, elle, dispose des outils, fournit le phosphore solubilisé au champignon, qui fournit le phosphore solubilisé à la plante. De ce fait, la plante fait vivre le champignon et le champignon fait vivre la bactérie. Voilà, j'ai dit, c'est ce qu'on appelle les helpers, hein, ces bactéries-là, c'est les bactéries qui aident, du genre glomérella. Oui, je voulais aborder la question par rapport à la diapo sur le labour et le semi-direct, par rapport au positionnement des spores. Est-ce que c'est un effet mécanique d'enfouir des spores en profondeur qui réduit la présence d'autres, ou est-ce que les spores sont disséminés dans tout le profil? Et ensuite, quid du travail superficiel? Est-ce qu'il a un impact ou pas sur le développement des spores? Et le dernier point, c'est est-ce que l'activité lombricienne peut avoir un effet sur le déplacement des spores dans le sol? Oui, donc comme je l'avais montré un schéma, il y a un gradient de quantité de spores de haut vers le bas. Donc tout ce qui est travail a tendance à diminuer, on va dire, les réseaux diffs en surface, enfin, là où c'est travaillé, sur l'horizon qui est travaillé, et donc à rendre difficile la vie, la biologie de ces champignons-là. Donc c'est pour ça que c'est le graphique que je vous ai présenté, dans les sols, dans les horizons superficiels, vous avez forcément une chute à la fois de la quantité et à la fois des natures d'espèces qui est affectée par ce travail-là, quoi, avec des champignons qui vont résister mieux que d'autres. Des familles de Gigaspora qui, eux, sont plutôt profonds, donc c'est les grosses spores jaunes, là, qui vont, on va dire, rester sous la semelle de labour, et qui seront capables, à la limite, dès que vous aurez une plante culture, de ré-mycorhizer par le bas. Alors, malgré que vous ayez détruit, on va dire, la surface, quoi. Voilà.
de manière générale, c'est ce qu'on avait montré dans le cours de ma thèse, c'est le tableau qui vous a montré. Les champignons qui vont se reproduire vite, fabriquer des spores vite, sont plus résistants au labour. C'est pour ça qu'on trouve plus que ces champignons-là en situation de labour que ces champignons qui se reproduisent pas vite, genre Gigaspora. Ouais. Donc le travail superficiel aussi, forcément, altère quoi, le réseau DIF. Hein, mais on va dire, là aussi, c'est une question de balance, quoi, coût-bénéfice. Quoi. Je pense que vous avez plus d'intérêt quand même à faire du travail superficiel pour quand même réduire la pression adventice, quitte à détruire un peu le réseau DIF en surface. Quoi. Sachant que vous en aurez quand même déjà un réseau déjà installé en plus grande profondeur relative. Et ça appelle l'idée de couvert aussi. Oui, alors sur cette question, tu as... Oui, bah, c'est connu que les lombrics, effectivement, lorsqu'ils ingèrent la terre, relarguent des spores, et que donc, bon, alors, je ne suis pas spécialiste de la vie des lombrics, mais il y a des familles qui sont plutôt en vie verticale, etc. Donc tout ça participe au brassage, à une certaine homogénéisation des populations de champignons. Et notamment, il y a un papier qui est sorti récemment qui montre que certains sucs digestifs du lombric activent la germination de la spore. Et sur la question de la structuration, alors, je ne suis pas très performant pour en parler, mais effectivement, on a des collègues à l'INRA comme Lionel Alieto qui montrent que ça joue énormément. Ouais. Dernière question, je suis désolé, après ils sont disponibles la journée. Et là, Bonjour, je reviens sur les taux de phosphore et le fait que ça va favoriser ou pas les champignons. Est-ce qu'on a une idée du taux de phosphore à conserver ou à ne pas dépasser dans le sol pour avoir une bonne activité des champignons? Oui, mais toute la difficulté là. Si on avait eu quelque chose, on vous le représentait, mais c'est vrai que bon, le phosphore, on l'a dit, c'est un élément qui est très peu mobile, qui a beaucoup de formes fixées, rebobinées, organiques, inorganiques, etc. Donc c'est toujours très difficile de dire, à partir d'une mesure on va dire de P. Olsen, assimilable dans un sol, là vous allez pouvoir arrêter de mettre du phosphore, sinon vous affectez globalement votre communauté fongique de champignons. Oui, ça dépend énormément des sols. Et ça, c'est l'idée vers laquelle il faut aller, c'est effectivement arriver à décroître la fertilisation et compenser avec les champignons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais ça se fera au cas par cas, quoi, en fonction des sols, en fonction du stock de phosphore qui est déjà dans le sol, mais qui n'est pas disponible immédiatement. C'est très compliqué. Et ça, en fait, ce serait le boulot des instituts techniques en France à le faire. Et à ma connaissance, à mon avis, ça ne se fait pas. Ou ça commence à peine, alors que dans notre pays, déjà, par rapport à leur sol, ils ont commencé depuis longtemps. Voilà. Mais nous, bon, c'est des problèmes de riches, quoi. Il y a quand même des analyses qui sont faites par le laboratoire Biorix à Dijon, qui montrent que plus le taux de mycorhize est important sur une plante, par exemple en vigne, on a des vins de plus grande qualité. Oui. Donc le qualitatif est bien lié à la présence des mycorhizes. Ouais. Oui, je crois, ce qu'on a répondu. Hein. Oui. Oui, c'est très lacunaire quand même sur la question de la santé de la plante. Il y a aussi un papier qui montre que... De la qualité, pardon. Il y a aussi une publication récente qui a montré que les oignons mycorhizés avaient de meilleures qualités gustatives. Mais c'est la seule que je connaisse. S'il vous plaît, oui. Alors, une dernière question. J'ai compris que la potasse avait un impact plutôt négatif. Non Non. Il y a une équipe en France qui travaille sur l'intérêt des mycorhizes par rapport à la potasse, où ils montrent qu'effectivement la potasse est valorisée par les champignons mycorhiziens. Mais vraiment, on va dire, à des niveaux vraiment moindres que le phosphate. Puisqu'il y a des essais même à l'INRA d'Oseville où en fait sur un terrefort ils ont apporté de la potasse à potasse. Et en fait par rapport au contrôle, il n'y a jamais eu aucun effet avec ou sans mycorhize. Donc l'intérêt du champignon par rapport à la potasse, à mon avis, est quand même très très limité. Il peut l'être sur certains micro-éléments, le zinc ou autre, etc., pour certaines carences en bord par rapport au tournesol, etc. Pour la potasse, bon, je le vois moins. Mais ça a été observé.